Est-ce que si vous aviez la certitude que vos vêtements ne se déchireraient jamais, ne se troueraient jamais, s'ils pouvaient durer toute la vie, est-ce que vous les garderiez vraiment toute votre vie ? Et cela peut s'appliquer à l'ensemble des objets que nous utilisons. Si c'était possible, est-ce que vous conserveriez toute votre vie le même téléphone ? Il s'appelle iPhone 16e et c'est peut-être le meilleur des iPhones. La même décoration. Centracor, bien plus que de la déco. Les mêmes vêtements, la même voiture. Place au nouveau design. Ou encore la même vaisselle. Regardez-moi ces détails, cette finesse, un prix si bas, c'est exceptionnel. La réponse est très probablement que non. Du moins, pas si vous adhérez à notre système économique et social qui valorise plus que tout la nouveauté. Ces discours sont au cœur des publicités. C'est nouveau, ça vient de sortir, c'est à la mode. Pourquoi ? Eh bien parce que ces arguments font vendre. Teddy m'a appris que le mot le plus important en publicité, c'était nouveau. Cette idée-là démange les gens. Et vous n'avez plus qu'à leur donner votre produit. Mais comment expliquer qu'un produit mis récemment sur le marché paraisse plus désirable et plus fiable que les autres, qui deviennent immédiatement déclassés et considérés comme vieux, dépassés, obsolètes ? Tout ceci n'est pas naturel, non. C'est en grande partie une construction liée à notre modèle économique consumériste. La chercheuse Jeanne Guillain en a analysé l'histoire. Dans son livre « Le désir de nouveauté », elle montre comment, au gré de la diffusion du capitalisme depuis le XVIe siècle, la nouveauté est devenue un étalon de valeur. Elle raconte comment, par leurs discours et leurs pratiques, marketeurs, publicitaires, économistes, mais aussi négociants, managers, politiques, designers ou scientifiques ont construit la nouveauté et sa valeur sous des formes variées, absurdes, agressives. Du commerce colonial vantant les produits exotiques, aux promesses de progrès et de modernité mécanique, électrique ou numérique, en passant par la mode, le style ou les produits jetables, il s'agit toujours de prêter aux consommateurs et surtout aux consommatrices un désir incontrôlable de nouveauté, afin de légitimer un modèle économique dévastateur, acheter, jeter, racheter. Alors pourquoi le désir de nouveauté est-il un élément clé du système consumériste ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Jeanne Guillain, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en philosophie et chercheuse indépendante, vous êtes spécialiste de l'histoire du consumérisme et de l'obsolescence. Vous avez déjà publié 2 livres sur ces thématiques, Le consumérisme à travers ses objets aux éditions Divergence en 2021 et Une histoire des produits menstruels, toujours chez Divergence en 2023 cette fois. Et vous revenez cette année avec un nouvel ouvrage qui s'intitule Le désir des nouveautés, l'obsolescence au cœur du capitalisme aux éditions La Découverte. Alors, on ouvre ce livre avec le terme de qualité marchande. Qu'est-ce que c'est qu'une qualité marchande et pourquoi est-ce que la nouveauté, c'est vraiment la qualité marchande ? Alors, c'est une expression que j'emprunte à Michel Callon et ses co-auteurs, qui sont un groupe de chercheurs qui ont développé cette méthodologie de l'économie des qualités, c'est-à-dire considérer que les propriétés, mais tout de suite, on va déconstruire ce terme, d'un objet, d'un produit, d'une marchandise, ne sont pas données comme le seraient les propriétés physiques d'un corps. Les qualités marchandes, c'est tout ce qui permet de décrire un produit. Par exemple, un produit qui va être décrit comme féminin, vert, nouveau, jeune, tendance, etc. Donc, on voit bien que c'est pas des choses qui sont intrinsèques à des objets comme à des corps physiques, mais qui sont construites par, par quoi ? Par une communication, par un ensemble de tâches, de travaux, de métiers qui forment des industries très structurées aujourd'hui et très puissantes, qu'on appelle en général c'est un mot ombrelle, on va dire, les industries de la communication, qui consistent à produire du discours autour des objets pour qu'on en ait une certaine perception. Et c'est ça qui permet donc de construire un objet comme un produit, comme nouveau, féminin, masculin, etc. Et vous avez déjà travaillé sur le consumérisme, en fait, depuis le début. Pourquoi est-ce que là, s'attarder sur la nouveauté ? Pourquoi est-ce que cet aspect-là, en particulier, il est structurant dans le consumérisme ? Parce que un des enjeux du consumérisme, qui est une théorie économique qui préconise de réduire la durée de vie des produits pour en renouveler l'achat régulièrement,
un de ces piliers, un de ces conseils les plus récurrents, c'est l'idée qu'il faut justement renouveler la demande. Qu'une fois qu'un marché est équipé dans un produit, eh bien les gens vont s'arrêter d'acheter et problème, l'entreprise qui vend ce produit n'en vendra plus. Et donc tout le but du consumérisme, cette théorie qui est née au début du XXe siècle, mais qui est bien plus ancienne, en tout cas le mot est né au début du XXe siècle aux États-Unis, c'est donc de chercher des manières de renouveler la demande. Et évidemment, valoriser la nouveauté comme quelque chose d'attractif est une des manières les plus directes, on va dire, de susciter des renouvellements d'achat. Est-ce que ça peut fonctionner sans ça? Si on n'a pas la notion de nouveauté, finalement, est-ce que le consumérisme existe? En tout cas, les stratégies de renouvellement du marché sont très nombreuses. Par exemple, si vous mettez sur le marché un produit qui est fragile et qui va déclencher une panne en peu de temps, évidemment que les gens vont être obligés de renouveler leur achat. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée aujourd'hui en France, même si je conteste un petit peu l'usage de cette expression. On peut y revenir après. C'est le cas des produits jetables. Les produits jetables sont tous neufs, ils doivent être achetés à neuf, mais ils sont pas différents les uns des autres. Quand vous rachetez un gobelet, vous en rachetez 100, vous en rachetez 1000, ça peut être toujours le même gobelet. Donc il y a des stratégies de renouvellement du marché qui sont pas forcément fondées sur ce que j'appelle la néophilie, c'est-à-dire ces discours de valorisation de la nouveauté, mais c'est une stratégie parmi beaucoup d'autres et elle m'intéresse particulièrement parce que justement je conteste l'idée que l'obsolescence programmée c'est simplement le déclenchement d'une panne dans un objet. J'essaye de montrer que ça peut être beaucoup plus général et qu'il y a énormément de produits qui sont rachetés régulièrement parce qu'on considère qu'il faut remplacer, que c'est mieux de remplacer, que ce qui est plus récent est forcément d'une plus grande valeur. Et c'est pour ça que j'ai voulu essayer, avec ce livre, d'élargir un petit peu le débat. Et ça remonte à il y a très très longtemps. La première mention d'une date dans votre livre fait référence aux années 600, où vous expliquez qu'il y avait déjà un commerce international et qu'on vendait en Europe des choses qui provenaient de l'Orient. Comment vont se construire par la suite ce que vous appelez les marchés exotiques en Europe? Alors, je dirais pas la première date, parce qu'en histoire, il faut jamais dire ça, on sait pas. C'est la première qui est mentionnée dans le livre. Voilà, donc je vais reprendre mon premier chapitre, c'est pas forcément l'origine, j'en sais rien, mais ce qui m'a paru en tout cas être les traces les plus anciennes d'un marketing, même si le mot n'existe pas encore, du nouveau, c'est donc dans le contexte du développement du commerce colonial à post-conquête des Amériques par Colomb et ses successeurs. Dans le contexte de l'explosion de ce commerce au loin depuis l'Europe pour aller chercher des marchandises sur les autres continents, il m'a paru que, il me semble que la manière de mettre en valeur ces produits, de les qualifier justement, de les qualifier pour les consommateurs européens, reposait sur cette idée que ces produits étaient étranges, étaient différents, étaient curieux, étaient exotiques. Le mot arrive un peu plus, au XVIe siècle, étaient exotiques, étaient bizarres, étranges. Bon, il y a plein de qualificatifs. C'est pour ça que je parle de figure de la nouveauté. On trouve pas forcément le mot nouveau, mais l'idée est la même. L'idée est ce qu'on dit à ces consommateurs potentiels, c'est il y a là quelque chose que vous n'avez jamais goûté, essayé, et qui va vous transformer. Il y a quelque chose de fondamentalement inconnu, et vous ne serez plus le même ou la même après l'avoir goûté. Donc il me semble que le geste est déjà présent de vouloir attirer l'attention et la curiosité des consommateurs potentiels. Il y a toute une culture qui va se développer autour de ça. Vous revenez longuement là-dessus. J'aimerais qu'on revienne sur ce qu'est la mode. Parce que la mode, c'est vraiment fondamental quand on parle de nouveauté. Et c'est ça qui va donner aussi ce goût de la nouveauté. Vous écrivez dans les années 1770, la mode, ce n'était pas seulement la diffusion d'objets et de styles différents, mais bel et bien l'affirmation d'une puissance, d'une centralité capable de les réunir, de les présenter comme ses créations et de les commercialiser au rythme qui l'arrangeait. Donc ça vient vraiment d'une forme d'industrie, l'idée d'avoir des choses qu'on doit renouveler comme ça. Oui, bien sûr. Alors là, dans ce contexte-là, l'industrie, c'est l'industrie de l'importation.
des produits coloniaux et aussi l'industrie de leur production quand ce ne sont pas des marchandises achetées, mais quand ce sont des marchandises produites sur place, la plupart du temps dans le contexte esclavagiste. Donc, quand on importe ces produits et qu'on essaye de les vendre, on remarque que il y a tout un discours qui apparaît autour du caractère cultivé ou raffiné des gens qui voudraient bien s'intéresser à ce produit étrange. Donc, on commence à construire ce que j'appelle l'avant-gardisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une élite, un petit groupe de consommateurs éclairés, privilégiés, qui est capable de saisir la valeur supérieure de ces objets que personne ne connaît et dont personne ne veut. Il faut bien voir que c'est une économie de l'offre, c'est-à-dire on amène des produits que personne n'a demandé. Et donc là est tout l'enjeu ou le problème pour les marketeurs de cette nouveauté, c'est d'essayer de dire que oui, personne ne l'a demandé, personne ne l'utilise pour l'instant, mais vous allez voir, tout le monde va en vouloir. Donc, il y a toujours cette formation d'une centralité, c'est-à-dire un petit groupe de personnes décrits comme privilégiés, capables de saisir l'importance de ces produits-là, comme s'ils étaient capables d'écrire le futur, de voir le futur. Et ça, c'est quelque chose de très ancien, mais aussi très contemporain, que ce soit pour les produits électroniques ou pour les produits vestimentaires. On compte toujours sur un petit groupe d'enthousiastes éclairés pour voir l'avenir et après diffuser la bonne parole. Donc cette logique-là de vraiment de créer une petite classe supérieure, elle existe depuis très longtemps et ça fonctionne toujours. Oui, finalement, est-ce que c'est un peu ce que fait Apple en créant des trucs des événements avant-gardistes où il y a que certaines personnes qui sont des consommateurs de longue date d'Apple qui peuvent y participer? Il y a certaines personnes, certains influenceurs qui vont pouvoir en faire la promotion avant que le produit ne paraisse, par exemple. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la fabrique de l'enthousiasme ou l'économie des promesses, c'est-à-dire on va créer un événement auquel on va inviter un nombre limité de personnes qui vont vivre cette invitation comme un énorme privilège, alors qu'il s'agit principalement de travailler gratuitement pour eux. C'est-à-dire il s'agit de venir s'ébahir devant tel ou tel produit qui sera annoncé ce jour-là, et après produire du discours là-dessus, que ce soit en remplissant un blog pour les tech enthousiastes ou pour les journalistes en publiant des vidéos, etc. Et donc il y a des manières de capter l'attention autour d'objets qui n'existent pas. Un collègue qui s'appelle Gabriel Dort parle dans sa thèse d'objets absents, c'est-à-dire que tous ces produits du futur qui ne sont pas encore là, mais qui vont bientôt arriver et révolutionner notre vie, comme ils n'existent pas, pour les faire exister, il faut bien des événements, du discours qui tournent à vide, qui tournent sur eux-mêmes. Et donc cette manière de faire ce qu'on appelle les leaks, de laisser se diffuser des rumeurs, etc., ça marche très très bien. Il y a des sites entiers consacrés à ça. Et donc ça donne l'impression évidemment qu'il va se passer quelque chose de très important. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Une énième entreprise va mettre sur le marché un énième produit qui en général, dans le cas en tout cas des produits dont on parle, électronique, informatique, etc., n'ont pas grand-chose de différent avec ceux qui existent déjà. En fait, on se positionne socialement en possédant quelque chose. Oui, alors ça, évidemment, c'est pas nouveau. Je renvoie évidemment aux travaux de Bourdieu sur la question de la distinction par la consommation. La question vraiment sur laquelle je m'intéresse est un petit peu différente. C'est vraiment mettre l'accent sur le temps. C'est-à-dire, il y a des modes de la distinction. On montre qu'on a de l'argent, on montre qu'on appartient à telle culture, etc., etc. Ce que j'étudie, c'est vraiment le fait de montrer qu'on est avant-gardiste. En avance, voilà. On crée cette espèce de monstre théorique. Ça n'a aucun sens de dire qu'il y a des gens qui sont dans le futur et d'autres dans le présent et d'autres dans le passé. On est tous contemporaines les uns des autres. Mais on arrive à aveugler les gens en leur faisant croire que, en quelque sorte, ils sont à la pointe de l'histoire, tandis que d'autres sont dans le passé. Et ça, c'est une vision qui est extrêmement violente, qui a permis toutes sortes de discriminations. Il y aurait certaines populations qui sont en avance dans l'histoire et d'autres qui sont à la traîne. Il y aurait des gens qui sont capables de suivre le rythme et d'autres qui sont toujours dépassés. Vous voyez bien ce genre de discours qui revient sans cesse. Et ça permet de faire taire les critiques. C'est très utile politiquement. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on dit « c'est pas qu'on n'a pas compris, c'est qu'on n'est pas d'accord ».
Comme par exemple Macron va dire qu'il va réexpliquer la réforme des retraites aux gens qui sont contre. Les gens expliquent, c'est pas qu'on n'a pas compris la réforme, c'est qu'on n'est pas d'accord. Là, c'est la même chose quand on dit aux gens, vous critiquez telle technologie, vous êtes des Gaulois tel réfractaires. produit, vous êtes des Amish, vous êtes des Gaulois réfractaires, vous êtes passéistes, vous n'avez pas compris l'intérêt de cette technologie, on va vous réexpliquer. Ou vous avez peur aussi, on dit beaucoup que les gens ont peur des nouvelles technologies. En réalité, les gens qui militent contre un certain système technique sont en général très qualifiés, se sont renseignés sur ce système technique. C'est le cas, par exemple, sur les data centers, il y a une forte mobilisation aujourd'hui contre l'extension de la prédation foncière et la prédation des ressources énergétiques pour faire des data centers et les alimenter. Les gens qui critiquent les data centers sont très informés là-dessus, mais on les présente comme des gens ignorants, passéistes, ayant peur des techniques. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans cette représentation du fait que l'histoire est en quelque sorte déjà écrite, que le progrès ne s'arrête pas, et que certaines personnes sont déjà en avance, et d'autres sont accrochées au futur. Et ça marche très bien politiquement pour clore des débats sans même les développer. Et ce que vous expliquez, c'est que ce système se base vraiment, vous avez commencé à l'évoquer, sur le fait de créer des besoins que nous n'avons pas, et que ça ne peut prospérer que de cette manière. Alors vous donnez un chiffre au début du livre qui m'a un peu marqué, c'est une étude du marketeur Martin Lindstrom. Alors elle date un peu, c'est de 2008, mais qui explique que 52% des nouvelles marques et 75% des nouveaux produits aux États-Unis en l'occurrence, échouent dans l'année qui suit leur lancement. Donc en fait, plein de personnes qui essaient en permanence de créer des nouvelles choses, des nouveaux besoins dont on n'a pas forcément besoin. Et c'est le cœur même finalement du capitalisme moderne. Là encore, vous décrivez que le fait de développer, il y a déjà quelques siècles, de nouveaux besoins en métropole et dans les colonies, c'était une source de prospérité, évidemment de prospérité économique, mais aussi une source de domination, parce qu'on va instiller des nouveaux besoins aux pays considérés comme non civilisés à l'époque, et en faisant ça, on va les intégrer dans le système de richesse, et donc on les motive aussi à participer à la production de ce système de richesse, au maintien de ce système économique. Sur ce dernier point, évidemment que le consumérisme est une manière de priver les gens de d'intégrer de force les gens au marché. Ça, c'est quelque chose qui traverse l'histoire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous présentez la subsistance ou la vie comme dépendant de produits présents sur un marché, il faut de l'argent pour acheter ces produits, et donc pour avoir de l'argent, il faut aussi intégrer le marché du travail. Donc le couple consumérisme-salariat permet de priver les gens de leur rapport direct à la subsistance, en leur disant en fait ce dont vous avez besoin, ce sont ces produits qui ne sont présents que sur le marché et que vous ne pouvez acquérir qu'avec de l'argent. Et donc pour les acquérir, vous pourrez jamais travailler pour avoir par vous-même ces objets-là, vous pourrez jamais les produire par vous-même. Il va falloir gagner de l'argent sur un marché du travail et pour ensuite les acheter. Et donc par un même geste, vous intégrez de force les gens et au marché du travail et au marché de consommation, et c'est ça le modèle salarial. Et c'est comme ça que les gens vivent majoritairement aujourd'hui en France. On considère tous que pour avoir accès à un bien, il faut de l'argent, et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Mais on considère tous qu'il faut accéder à des biens aussi, peut-être pour la majorité des gens. Par ailleurs, alors du coup, pour l'autre aspect, la question de la création de besoins, ce chiffre donc cité par un neuromarketeur, je vous avoue que moi je le commente pas en lui-même parce que je sais pas qu'est-ce qu'il vaut. Comme beaucoup de neuromarketeurs, leurs livres ne contiennent pas ou peu de sources. On ne sait pas exactement où ils ont trouvé leurs chiffres. Par contre, ça m'intéresse de voir que les marketeurs eux-mêmes sont tout à fait conscients du fait que c'est un immense gaspillage que de mettre sur le marché des nouveaux produits régulièrement. Ils le savent très bien. Mais dans ce livre, en l'occurrence, mais dans bien d'autres, dans plein d'autres, on part de ce problème-là, mais on se demande pas, peut-être qu'il faudrait arrêter de mettre plein de nouveaux produits sur le marché et que ça sert à rien. On se dit, mais comment faire pour que ces nouveaux produits connaissent un plus grand succès? En l'occurrence, lui, vous expliquera qu'il faut scanner le cerveau des gens, faire des IRM pour voir comment ils réagissent aux marques, etc. Et donc étudier en profondeur la psyché des gens. À l'issue du test, Olivier Droulers interroge la consommatrice. À quel moment, selon elle, a-t-elle ressenti le plus d'émotion ? En fait, c'est plutôt au moment où on a présenté les hamburgers. Ah oui ? Voilà, c'est-à-dire qu'avant, il y a un peu d'émotion, mais là où il y a vraiment un pic, c'est au moment de la présentation du packshot. Le packshot. Et là, la présentation du produit. Très haut. C'est à cet instant que la consommatrice était dans tous ses états. Donc oui, le consumérisme est fondé sur une économie, encore une fois, de l'offre, où on va mettre sur le marché des choses que personne ne connaît, dont personne n'a jamais fait la demande, et que bien souvent, dans les faits, personne n'achète.
Et il faut vraiment se le garder en esprit pour pas tomber non plus dans l'idée que c'est ça la croissance. C'est souvent comme ça qu'on justifie l'obsolescence. Oui, mais si on renouvelait pas tout le temps les marchés, ce serait la crise. Le consumérisme, la théorie du consumérisme, cette incitation à renouveler sans cesse les achats pour maintenir l'économie solide, c'est souvent, ça ressort souvent dans des périodes de crise. On dit attention, plus personne n'achète, tout va s'effondrer, vite acheter, 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 et acheter des nouvelles choses. Donc, il faut bien voir que ce modèle qui tient à tout prix à mettre du nouveau pour soutenir la croissance, il est fondé sur rien. Puisque la réalité, c'est que tous ces produits nouveaux, la plupart du temps, sont retirés du marché, sont des échecs commerciaux, sont du gaspillage. En fait, ce que vous venez d'évoquer, c'est ce que vous développez à un moment dans le livre. Vous parlez du concept de destruction créatrice de Schumpeter, et ça, c'est quand même assez central. C'est l'idée selon laquelle le progrès économique vient aussi de la disparition d'anciennes structures pour faire place à des innovations, et on aurait absolument besoin de ces innovations. Donc, autrement dit, on détruit l'ancien pour créer du nouveau. Est-ce qu'on peut dire que cette idée de destruction créatrice, elle est aujourd'hui très présente via l'idée d'innovation, en fait, qu'on entend beaucoup, qui est un mot que Macron a beaucoup utilisé, par exemple. Alors oui, Schumpeter est complètement instrumentalisé pour légitimer justement ces moments où on va dire « Ah non, mais il faut passer à autre chose, il faut soutenir l'innovation, ça c'est du passé, on va remplacer toutes les antennes 3G par des antennes 4G, par des antennes 5G, et puis après ça va continuer sans cesse. » Donc Schumpeter et la notion de destruction créatrice servent à présenter ça comme la marche normale de l'économie. C'est-à-dire, on ne peut rien y faire, on aimerait bien que les choses soient plus simples, mais en réalité, oui, vous vous plaignez que plein de gens vont perdre leur emploi, qu'il va falloir renouveler tout le parc des machines de production, qu'on va passer à une nouvelle ère et que plein de gens vont être laissés sur le côté. Oui, mais enfin, c'est comme ça que fonctionne l'économie. C'est la marche de l'histoire. C'est la marche de l'histoire. Il y a cette idée que on va de crise en crise, mais que c'est quelque chose de positif parce qu'en fait, derrière toute destruction, il y a une création. Et que c'est comme ça que l'économie retrouve sa croissance. Et qu'il faut donc non pas chercher à freiner ces processus critiques, mais s'adapter. Donc il y a une instrumentalisation de Schumpeter, parce que Schumpeter ne disait pas ça, ne disait pas que ça. Schumpeter soulignait que les crises du capitalisme, que le capitalisme ayant cette dynamique critique va aller vers un effondrement. Il y aura de plus en plus de crises et le capitalisme va s'effondrer. Schumpeter est héritier de Marx de ce point de vue-là, mais ça, évidemment, c'est la partie qu'on laisse toujours de côté. Donc, il y a une instrumentalisation de Schumpeter qui est mélangée avec un espèce de néo-darwinisme social, qui consiste à dire que, oui, c'est bien dur, cette loi de la jungle, mais bon, il faut s'adapter et les meilleurs survivront. Donc, autant vous dépêcher d'être les meilleurs. Donc, on produit, ce qu'on produit d'ailleurs aussi sur le marché, c'est de l'urgence. Il faut être les premiers. Bon, on va venir à la question de l'obsolescence. Vous l'avez mentionné au début de l'entretien, c'est vraiment cette stratégie, en fait, pour pousser les gens à consommer, puisque dans la théorie économique qui est majoritairement adoptée par nos dirigeants, c'est voilà, il faut absolument consommer plus, sinon l'économie va s'effondrer. Et donc là-dedans, eh bien, on a inventé cette notion d'obsolescence programmée qui montre que finalement les grands industriels font exprès de faire en sorte que leurs produits ne fonctionnent pas longtemps pour qu'on ait besoin d'en racheter. Et c'est très toléré. Et alors, ce qui est absolument édifiant dans votre livre, c'est qu'on se rend compte que c'est pas du tout caché. Et parfois, en tout cas, moi, c'est l'idée que j'en avais avant de lire cet ouvrage, que c'était un peu machiavélique, quoi, qu'ils faisaient ça dans leur coin. Une théorie du complot. Non, pas une théorie du complot, mais que c'était un peu dissimulé, parce que c'est quand même pas super éthique de faire ça. Et en fait, pas du tout. Vous citez notamment cette phrase de Bill Gates, qu'on retrouve dans un de ses livres en 1999. « Dans 3 ans, tous les produits que fabrique mon entreprise seront obsolètes. Ce qu'il importe de savoir, c'est si c'est nous qui les rendrons obsolètes ou si c'est quelqu'un d'autre qui s'en chargera. » Vous écrivez « Simple aveu du fait que l'obsolescence faisait partie de la stratégie de Microsoft pour rester concurrentiel sur le marché de l'informatique. Cette phrase fut par la suite récupérée et transformée afin de justifier l'obsolescence. » Donc, il vous dit qu'il justifie, mais bon, il l'assume complètement et tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Oui, tout le monde est à peu près d'accord. Non, c'est-à-dire que l'obsolescence a toujours suscité de la critique au XXe siècle, au XIXe siècle. J'essaye toujours de montrer dans mon livre que c'est pas un rouleau compresseur qui se diffuse comme du bon sens. Il y a toujours des contestations, mais c'est vrai que ce qu'on oublie depuis 15 ans dans le débat français sur l'obsolescence programmée, c'est que c'est pas forcément
de l'ordre du cachet, justement. Qu'il s'agisse de produits officiellement étiquetés comme à courte durée de vie, comme les produits jetables, qu'il s'agisse de marques qui fondent tout leur modèle économique sur la sortie constante de nouveaux produits, comme Shein, par exemple, ou qu'il s'agisse entendu parler récemment, ou qu'il s'agisse de marques sur les sites desquels vous trouvez des classements de leurs produits obsolètes, comme Apple. Vous allez sur le site d'Apple, déjà vous avez un comparateur de produits, c'est-à-dire vous pouvez être iPhone 11 et iPhone 15, ils vous disent les différences entre les produits. C'est bien que c'est pas très évident la différence entre les modèles. Et puis vous avez une page quels sont nos produits obsolètes. Donc il y a un classement, produits obsolètes, produits vintage. Donc produits vintage, la différence, c'est qu'il y en a pour lesquels certaines pièces détachées existent encore sur le marché, si vous les commandez, etc. Et certains pour lesquels il n'y a plus aucun service après-vente possible, vous ne pouvez plus du tout les entretenir. Donc ces marques ne se dissimulent pas. Et le problème, c'est que si on définit l'obsolescence programmée comme une arnaque, un vice caché, une tromperie, du coup, on passe totalement à côté de la majorité de ces produits. Et c'est pour ça, moi, que je m'intéresse d'ailleurs à la nouveauté, parce que j'ai remarqué que quand l'obsolescence est un petit peu évidente, on va justifier en disant oui, mais c'est parce que c'est nouveau. Les gens veulent de la nouveauté. Oui, c'est pas très éthique, comme vous dites, de renouveler sans cesse notre gamme de modèles. Oui, c'est pas très éthique d'inciter les gens à acheter de dernier cri. Mais les gens aiment la nouveauté. On voit ça comme c'est un mot comme progrès, en fait. Un mot qui est censé nous séduire en lui-même, comme celui d'innovation, d'ailleurs. Mais ce que vous montrez, c'est qu'on n'aime justement pas ça naturellement. Que c'est pas... Non, c'est une construction sociale, c'est une valeur, c'est une norme. Comme toutes les normes, elle est construite socialement et elle sert à produire de la valeur, cette fois au sens économique du terme, c'est-à-dire à donner du prix à des choses qui, encore une fois, n'ont pas été demandées, n'en sont inconnues. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on adhère à ça ? On peut parler de biais psychologiques sur lesquels ces industriels vont s'appuyer ou ces publicitaires pour nous motiver à avoir ce désir de nouveauté qui est quand même le titre de Oui, c'est le titre, mais justement, moi, je fais pas de psychologie au sens où c'est pas un essai sur qu'est-ce qu'il y a en nous de fondamentalement attiré vers la nouveauté. Je documente historiquement la manière dont certaines professions ont construit cette image. Et je me prononce pas je pense pas qu'il y a fondamentalement, anthropologiquement, c'est-à-dire pour tous les humains, une passion pour la nouveauté. Et d'ailleurs, si vous regardez de près les discours de ces acteurs du marché, on remarque que ça varie bien, hein. Qui veut de la nouveauté, ça varie, en fait, hein. En général, ça va être les femmes, mais parfois les hommes aussi. Quand il s'agit de dire l'innovation, quel génie, quelle science nous a apporté cette belle innovation, ça va être un homme. Oui. Mais il s'agit de dire oh là là, décidément les gens consomment trop, achètent trop, se passionnent pour des gadgets, c'est les femmes qui aiment la nouveauté. Mais les femmes vont être particulièrement ciblées par ce marketing de la nouveauté tout au long de l'histoire. Énormément, c'est une constante pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des discours qui sont contradictoires. Ou de la même façon, dans les dynamiques coloniales, des Européens blancs vont aller à l'autre bout du monde pour acheter ou prendre de force certaines ressources, certains produits, certaines techniques, les rapporter en Europe et dire nous, hommes blancs, aventuriers, marchands, commerçants, négociants, nous avons découvert tel produit, telle technique. Alors que, non. Vous l'avez pris et d'autres l'ont découvert, inventé, mis au point, on peut débattre sur les termes. Mais à chaque fois, il y a des contradictions sur qui est capable d'innover, qui aime vraiment la nouveauté, qui ça peut intéresser. Donc en fait, personne n'est clair sur qu'est-ce qui attire vers la nouveauté. En tout cas, les publicitaires, ça les intéresse beaucoup. Ça les intéresse beaucoup, ça, je vous l'accorde. C'est tout à fait, ça fait partie du métier de publicitaire et de marketeur que d'instrumentaliser les sciences sociales et psychoanalytiques ou psychologiques. Hein. Vous avez ça dès la fin du 19e siècle, c'est-à-dire toutes les sciences sociales en construction, que ce soit la sociologie, que ce soit l'anthropologie, la psychologie, la psychanalyse, ont toujours été instrumentalisées par ces professions. Je citais un neuromarketeur, au XXIe siècle, l'imagerie médicale est instrumentalisée dans l'idée que ça pourrait nous en apprendre plus sur ce qui fait réagir le cerveau humain. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'il est principalement question de susciter l'attention. Oui, là on peut le dire, le cerveau humain est fait, du fait de l'évolution, pour réagir à des stimuli.
Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Hein. Et donc, on va chercher toutes sortes de manières d'éveiller cette attention par des stimuli. Ça peut être des choses très physiques, très simples, la lumière, les écrans, la mobilité des images est une manière d'attirer l'attention. Mais créer de grands événements, mobiliser la presse, faire en sorte que tout le monde parle de votre événement au même moment dans l'espace social, c'est aussi une manière de créer de l'attention. Un peu plus complexe, mais c'est une manière de créer de l'attention. Et la nouveauté est devenue un ressort de cette captation de l'attention, mais je ne me prononcerai pas sur l'idée que c'est quelque chose dont on est finalement passionné intrinsèquement. Mais alors là, on parle de la communication, de la publicité, des stratégies marketing qui sont très, très organisées pour nous donner l'impression que, bon, voilà, on a besoin de cette nouveauté. Vous parlez aussi du rôle des médias qui vont participer finalement à cette communication et à ce marketing, peut-être pas forcément en se le disant, mais vous vous rappelez par exemple que la première revue de mode date de 1670. Donc déjà à cette époque, on va pouvoir se demander est-ce qu'on est dans justement ces avant-gardistes, comment est-ce qu'on peut consommer, quelles sont les dernières quelles sont les dernières nouveautés. Et aujourd'hui, ce système médiatique évidemment participe très très amplement à ça. Oui, alors là c'est dans le cas précis de la mode, c'est structurant. C'est le cas d'école. C'est structurant donc là en l'occurrence, moi, je m'appuie sur un chapitre qui est consacré à la France. Donc, ces revues de mode dès le XVIIe siècle et avec une accélération au XIXe siècle, elles servent à quoi? Elles servent à deux choses. D'abord, à vendre. Parce que souvent, les revues de mode sont aussi des catalogues. De même qu'aujourd'hui, une application de telle marque, c'est aussi bien une manière de s'informer sur qu'est-ce que sort cette marque qu'une manière d'acheter directement. Donc, ce sont des outils de vente, mais ce sont aussi des manières de mettre en scène le temps. Pourquoi? Parce que les médias sont, on dit à l'époque, périodiques, ils sortent périodiquement. Aujourd'hui, on dirait d'actualité ou hebdomadaire ou mensuel. Bref, ils sont structurés dans le temps. Et c'est ça qui fait que les médias ou le contact avec le média nous donne l'impression d'être dans le temps. Alors soit à la pointe de l'actualité, soit même un petit peu dans le futur. Et tout simplement, les médias aussi sont datés, ils sortent régulièrement, et donc ça nous donne comme ça cette impression de suivre l'histoire, voire de l'anticiper. Et donc pour des industriels qui cherchent à donner cette impression d'un ordonnancement régulier de la sortie de leurs produits, de leurs modèles, et même d'une anticipation sur un futur qui va bientôt charmer tout le monde, ont besoin des médias pour créer cet ordonnancement temporel. Excusez-moi, j'ai pas d'autre expression pour désigner ça. Et c'est pour ça que les marques de mode ont toujours compté sur les médias, soit en sortant leurs propres médias, soit en les invitant justement à ces grands événements, en les faisant vraiment participer au système. Vous consacrez un très gros chapitre au textile et à l'évolution de la mode. Est-ce que c'est pas finalement, je disais, le cas d'école un peu de ce désir de nouveauté? Pourquoi est-ce que ça s'imbrique autant dans les vêtements? C'est une bonne question. Alors, c'est un cas d'école au point que le mot mode aujourd'hui signifie aussi secteur du vêtement. Ça peut signifier donc la diffusion d'une pratique, d'un objet à un certain moment de l'histoire, mais ça signifie aussi le secteur du vêtement. Tellement il a accaparé cette dynamique de renouvellement. Mais en réalité, il y a de la mode aussi pour les objets, pour les façons de parler. Il y a de la mode pour plein de choses. Mais c'est un des plus gros soucis écologiques qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est quand même vraiment notre consommation. Ah oui, le vêtement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe environnementale, c'est une catastrophe humaine. C'est vraiment un des secteurs qui s'est illustré dans le pire de ce qu'on peut faire en termes d'exploitation, d'esclavage, d'écocide, tout ce que vous voulez. Et ça continue et ça va de plus en plus vite. Pour des choses dont on n'a particulièrement pas besoin. On n'a pas du tout besoin d'avoir autant de vêtements. Ah là, on pourrait tenir plusieurs décennies avec ce qu'on a déjà. Donc, effectivement, on n'a pas besoin de nouveaux vêtements. Pourquoi ça marche autant? Là aussi, on rentre dans un domaine qui n'est pas forcément le mien, qui est la psychologie. Peut-être parce que, mais bon... Mais ça va l'être à travers l'histoire, quoi. C'est ça qui est quand même intéressant. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'on est quand même très attaché à nos vêtements. Qu'une certaine élite se sert du vêtement pour s'illustrer comme élite. Et pour construire, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de la centralité, de l'importance de créer des centralités. La mode a besoin de ces espaces de centralité pour se diffuser. Elle a besoin de petits groupes qui se voient, qui se commentent, qui écrivent des articles les uns sur les autres et qui diffusent ça en dehors pour que les gens puissent les percevoir comme une élite. Parce que si c'était juste un groupe de gens qui faisaient leurs affaires dans leur coin, et que les médias ne diffusaient pas ces images-là, ils auraient beaucoup moins de pouvoir, évidemment. Après, le vêtement, c'est ce qui est plus proche du corps.
Donc, c'est aussi ce qui a tendance, voilà, à qualifier le plus vite une personne, parce que c'est dans un rapport immédiat au corps, contrairement à d'autres objets qu'on garde, qu'on lâche, qu'on laisse, qu'on entrepose chez soi. Là, c'est vraiment l'interface entre le corps propre et le monde social. Donc, c'est vrai que ça pourrait expliquer pourquoi ça prend une tellement grande place. Mais bon, j'en suis pas convaincue totalement. En tout cas, ça fait des années que vous travaillez sur le consumérisme. C'est une très grande thématique. C'est une grande question, mais globalement, quels sont les problèmes que ça pose pour vous, le fait qu'on ait à ce point ce désir de nouveauté? Parce qu'on pourrait se dire, les gens consomment énormément de choses. Ils s'éclatent. Non, mais ça a été d'ailleurs présenté comme synonyme de bonheur et d'épanouissement personnel. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre fin à ce consumérisme? Pour les raisons que j'ai mentionnées, ce sont des systèmes ultra-violents. C'est des systèmes de prédation. Derrière tous ces objets, il y a de la prédation sur les ressources, sur le travail humain. Ce que vous dites déjà, c'est que très tôt dans l'histoire, ça va permettre de dissimuler aussi cette violence-là. Oui, je parle de réenchantement souvent dans mon livre, à défaut d'un meilleur terme. C'est-à-dire que toute cette production de discours qui valorise la nouveauté et les produits, elle sert à donner de la valeur à quelque chose qui vient de systèmes de production qui sont en général ultra-violents et ultra-destructeurs. Évidemment, dans le premier chapitre, on désigne la conquête des Amériques, les génocides, les prédations multiples, les guerres, et ça concerne la déplétion des ressources, ça concerne le détournement des ressources à des fins purement financières, ça concerne l'exploitation du travail humain. Enfin, si on reprend la mode, il y a rien à garder là-dedans. C'est calamiteux, et c'est un immense gaspillage. Tout ça, pourquoi, en fait? On sait très bien que, alors si on rentre dans des débats écologiques, on sait très bien que la majeure partie, je crois que c'est environ 80% de l'impact environnemental d'un produit, c'est dû à sa fabrication. Donc, et on a déjà beaucoup d'objets. Donc, en fait, il faudrait ne plus fabriquer de nouveaux ou de neufs et essayer d'entretenir ce qu'on a déjà. Ce qu'on possède déjà, de l'entretenir et surtout de le répartir, puisqu'il y a une distribution des biens qui est très inégale. Donc, il faudrait qu'on change aussi le système de valeur et de la manière, de ce à quoi on donne de la valeur, puisqu'aujourd'hui, ça reste quand même, effectivement, la nouveauté. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait un chapitre sur le neuf, qui est pas exactement la même chose que le nouveau, puisque ce qui est neuf, ça peut être la même chose. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, 2 gobelets jetables sont identiques du point de vue du design, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, mais il y en a un qui va être usagé et l'autre neuf, et on va valoriser aussi le neuf. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire dans une approche extractive de la richesse. On considère qu'il faut que quelque chose qui a de la valeur doit forcément être le premier à l'utiliser. C'est une vision qui s'est appliquée au territoire, aux humains et aux choses. Cette idée que les choses doivent être absolument vierges, qu'on doit être les premiers à les toucher, à les utiliser pour apprécier toute leur valeur. C'est une vision extractive de la richesse. Et cette idée qu'il faut absolument que tout soit neuf, là aussi, il faut qu'on s'en débarrasse, parce que du neuf, c'est encore une fois de l'extraction, de la prédation des ressources. Et il faut que ça s'arrête, en fait. Non, mais c'est évidemment la question qu'on se pose en lisant ça, c'est que ça a l'air d'être ancré depuis tellement longtemps que comment est-ce qu'on arrive à changer complètement de manière de penser, mais aussi de s'organiser? Ancré depuis très longtemps, encore une fois, pas forcément. Comme je disais, ça se diffuse quand même à partir de petits cercles d'élite. Aujourd'hui, c'est devenu des phénomènes de masse dans les sociétés consuméristes, mais ça reste aussi impulsé toujours par des élites qui considèrent qu'elles sont l'avant-garde de l'histoire et que leur rôle historique est de faire advenir la nouveauté et de l'imposer au reste du corps social. Vous prenez juste l'exemple de la haute couture à un moment où à chaque fois c'est on va produire des objets qui sont absolument inaccessibles aux masses et ensuite on va produire des gammes en dessous pour que tout le monde ait l'impression de pouvoir justement participer à cette Oui, bien sûr, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la logique de gamme, c'est-à-dire on va produire plusieurs produits pour une même pour un design similaire ou pour une fonction similaire, en disant ça va être la gamme riche, ça va être la gamme classe moyenne, classe populaire, etc. Ça fonctionne très bien pour donner l'impression de pouvoir participer à cette petite élite. Du coup, on disait... Si on dit aux gens n'achetez plus de nouvelles choses, ça peut être vécu comme un discours qui est violent, qui est... D'ailleurs, par la majorité des gens, c'est vécu de cette sorte-là. Oui, parce que ça reste inaudible. Oui, mais si, en fait, mon propos n'est pas de dire qu'il faut continuer à produire la même chose et dire aux gens surtout ne l'achetez pas. Déjà parce qu'effectivement, ça ne marche pas. Et par ailleurs, on continuera à produire, ce qui est le problème. Non, le problème est de limiter cette production. Évidemment. Donc politiquement.
Il s'agit de mettre des quotas de production, des quotas d'importation. Il s'agit de faire reposer l'économie davantage sur l'entretien de ce qu'on a déjà et le partage de ce qu'on a déjà. Est-ce que c'est possible dans le cadre d'une économie capitaliste ? C'est-à-dire que si vous transformez l'économie, elle cessera. Moi, je parle pas forcément là. Je parlerai plutôt du consumérisme dans ce cas-là que du capitalisme en général. Dans une économie consumériste, évidemment, si tout repose sur l'achat à neuf et au nouveau, non, on en sort. Donc oui, c'est un phénomène de masse, mais en même temps, ce que j'essaie de montrer, c'est que ça a toujours été contesté. Les dynamiques de mode, les dynamiques d'innovation, d'imposition de nouveaux produits, elles ont toujours été contestées. Et il y a des mouvements sociaux qui non seulement vont s'attaquer aux innovations, mais qui vont aussi forcément de fait vivre autrement. Et certes, on vit dans des sociétés massivement consuméristes, mais on a aussi des pratiques qui sont non consuméristes. Ça existe au quotidien. Comme par exemple partager, fabriquer, autoproduire, faire pousser sa nourriture, récupérer des déchets. On continue, heureusement, à partager et à faire par soi-même en petite partie, c'est-à-dire à avoir des pratiques économiques qui sont non marchandes, qui ne passent pas par le marché. Fabriquer ce dont on a besoin soi-même. Alors évidemment, toute l'histoire du consumérisme est d'essayer d'avoir de l'emprise là-dessus. Par exemple, en vous disant que faire la cuisine, c'est vraiment un truc de grand-mère, du passé, que le passé c'est dégueulasse, et que donc il vaut mieux acheter de l'alimentation toute faite. Moi, mon hachis, c'est du travail d'orfèvre. La purée, c'est avec de la crème fraîche et du beurre. Comme Marie. Et du bœuf 100% français. Comme Marie. Quelques minutes au four, et c'est prêt. Ah, pas comme Marie. Ah. Marie, elle prend le temps de le faire gratiner lentement. Ouais, goûte. Aussi perfectionniste que ton papa, toi. Comme Marie. Mais on sait encore faire la cuisine. Alors là, de dire ça paraît une évidence, mais si vous prenez l'exemple par exemple de la couture, c'est beaucoup moins évident. Il y a une époque en France où principalement les femmes, mais en tout cas beaucoup de monde, savaient coudre et cousaient ces vêtements pour les réparer ou les produire soi-même. Maintenant, c'est beaucoup moins évident. Parce qu'évidemment, on nous présente ça comme une activité ingrate, de grand-mère, dont il faut absolument sortir, et c'est beaucoup mieux d'acheter neuf ces vêtements. Donc petit à petit, le consumérisme consiste à ce que des entreprises captent ces activités économiques pour en faire des choses payantes. Ça consiste souvent en fait à nous vendre ce qu'on avait déjà, mais non payant, ce qu'on avait déjà gratuitement. Du coup, on peut d'ailleurs questionner le caractère innovant de ces produits, qui sont en général des choses qu'on possédait déjà, mais pour lesquelles on ne payait pas. C'était ni gratuit ni payant, c'était juste non marchand. Donc il s'agit de reprendre le pouvoir aussi sur ce qu'on peut faire par soi-même en dehors du marché. Quand je dis faire par soi-même, c'est pas forcément faire seul, faire en collectif. Et c'est pour ça que c'est politique, puisqu'il s'agit évidemment de créer des collectifs, parfois on dit de subsistance, c'est-à-dire des communautés de partage et de production de ressources. Et ça existe aussi, que ce soit à l'échelle d'un village, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un immeuble, tout dépend de là où vous habitez, évidemment. Et qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui vont vous dire non mais ça c'est la décroissance, on va dans le sens inverse de l'histoire, parce que c'est encore une fois une idée qui est extrêmement implantée dans la société. Il y a certes certaines personnes qui vont effectivement avoir des modes de vie alternatifs ou sans s'en rendre compte faire des choses un peu elles-mêmes, mais cette idée que être heureux, c'est posséder plus de choses et c'est avoir des objets toujours plus efficaces, je crois qu'elle est même majoritaire quand même dans la société. Oui, mais ça empêche pas. Après, qu'est-ce que je répondais aux gens qui disent que c'est le sens de l'histoire c'est toute la critique d'ailleurs de la décroissance, qui est un terme qui a vraiment suscité énormément de critiques, parce que l'idée de ne plus être dans cette croissance économique infinie produit l'idée d'un effondrement de société. Mais c'est de la néophilie. C'est l'idée que c'est une manière toujours d'associer quelque chose au passé pour le discréditer. Mais c'est complètement infondé. La décroissance, c'est le retour en arrière, mais l'histoire ne retourne jamais en arrière. Ça n'existe pas, en fait. Pas plus qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, sont dans le futur plus que d'autres. Il n'y a pas des gens qui sont dans le passé, et c'est pas possible de revenir en arrière. Ça n'existe pas. C'est un monstre métaphysique. Là, vraiment, on est dans l'irrationnel, pour moi. Souvent, les arguments qui sont avancés, c'est l'idée que le système néolibéral, dans ce qu'il a... à partir des années 50, dans sa progression, donc tout le système industriel, et donc qui repose sur la consommation, puisque c'est précisément l'objet de ce que vous racontez, eh bien c'est ça qui a produit l'essor de la classe moyenne, plus de confort, le fait qu'on ait plus de temps de vie, qu'on vive dans des conditions de meilleure qualité, qu'il y ait plus... Là, la question, c'est qui est ce « on » ?
C'est-à-dire que... Dans les pays occidentaux. Pour produire le confort de certains et certaines, on détruit la vie, l'environnement, la santé, la liberté de foule d'autres personnes. Donc cette idée qu'il y a une masse, voilà, l'émergence des masses au XXe siècle, on serait sorti d'un capitalisme qui bénéficierait, enfin d'un consumérisme qui bénéficierait qu'aux élites pour aller vers une société de masse où tout le monde a accès au confort, etc. C'est pas vrai, pas tout le monde a accès au confort. Et ces produits, la plupart des choses qu'on consomme, elles sont issues de l'exploitation, de la surexploitation. Vous vous rappelez qu'il y a eu plein de conflits sociaux liés à cet attachement à la nouveauté et des révoltes qui ont été matées. Bien sûr. Bien sûr, donc il y a en fait chaque innovation, chaque émergence, chaque bouleversement du monde social autour d'une nouvelle technologie redistribue les rapports de pouvoir. C'est pour ça que la technique est un enjeu politique. C'est que c'est une manière de concentrer de la puissance ou de la redistribuer. Si vous déployez des data centers, vous soutenez une certaine économie et vous prenez, par exemple, l'électricité pour une certaine économie et pas pour une autre. Vous privez des gens de ressources pour les donner à d'autres. Donc, à chaque fois, il y a des gens qui sont laissés sur le carreau, véritablement. Et c'est eux qu'on accuse d'être trop dans le passé, alors qu'ils sont juste en train de se battre pour leurs conditions de vie. Donc, derrière chaque produit qu'on a, etc., il y a des gens qui produisent, il y a des gens qui fabriquent, il y a des gens qui sont forcés de travailler, il y a des gens dont l'environnement est dégradé. C'est évident avec les vêtements. Ces producteurs de maladies, ce sont des industries qui sont destructrices. Après les années 80, au moment où il y a eu des délocalisations massives des industries, c'est moins visible. Mais c'est souvent d'ailleurs beaucoup plus grave, puisqu'on envoie les entreprises, enfin les industries, là où les lois sont moins protectrices de l'environnement, des travailleurs, etc. Là, la nouveauté du moment, c'est l'intelligence artificielle. C'est ce qui est hyper présent dans les discours. Vous parliez de la 5G à un moment. Là, voilà. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Il y a eu ce congrès à Paris. Le président de la République a dit qu'en France, on allait investir là-dedans. Et cette idée que les logiciels se renouvellent en permanence et qu'être contre l'intelligence artificielle, eh bien, ce serait être contre le progrès humain et l'amélioration de nos conditions collectives. Mmh. Oui, c'est un exemple de ce dont on parlait tout à l'heure, de marketing événementiel et d'économie des promesses, c'est-à-dire voilà, on va mobiliser les médias, on va mobiliser des politiques pour faire tout un buzz autour de quelque chose qui par ailleurs n'est pas nouveau, fait le fait qu'on utilise des algorithmes pour produire des textes ou des images, c'est pas nouveau, en fait. Non, mais ça se massifie. Dans des Et pourquoi ça se massifie ? Ça se massifie parce que de l'argent est mis là-dedans. Et comment on fait pour que de l'argent soit mis là-dedans et que des moyens soient mis là-dedans ? Et bien, justement, on produit du discours qui donne l'impression que c'est the next best thing. Genre, si on passe à côté, on va passer à côté de l'histoire. Et on va rester sur le carreau. Nous, en tant que Français européens, on veut accélérer. Et on veut réduire l'écart. C'est ce qu'on est en train de faire avec ces 109 milliards. On veut prendre des textes, prendre des mesures pour aller de plus en plus vite. C'est toujours ce schumpeterisme néo-darwinien, etc. C'est l'idée qu'il y a une grande vague, qu'il faut la surfer le premier, sinon on va être étouffé sous l'eau. Donc aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, demain ce sera autre chose, hier c'était encore autre chose, c'est toujours la même histoire. Et il s'agit quoi ? Il s'agit évidemment de mobiliser l'attention pour capter des capitaux, puisque évidemment, ces grands événements, on invite des financeurs, des gens qui vont pouvoir mettre de l'argent pour faire advenir ces produits qui ne sont pas encore là. On invite des politiques. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les politiques ? Ils vont délivrer des droits fonciers, des exemptions d'impôts, bref, ils vont rendre possible le déploiement d'une technologie sur un territoire. Et puis, on invite des journalistes qui vont s'adresser aux consommateurs, qui auront déjà envie d'avoir ces objets, de les tester, etc. C'est comme ça que cette industrie fonctionne. Sur cette, on appelle économie des promesses, forme de captation de l'attention. Et en entretenant le buzz, on alimente aussi cette machine. Cette vision du monde, elle est quand même très hégémonique dans les médias. Est-ce que vous avez l'impression que votre parole, elle arrive à quand même trouver une place, un espace dans les médias ? Ça dépend sur quoi. Si on est dans une approche assez culturelle de la question, voilà, la nouveauté, est-ce que ça nous anime, psychologique, etc., ça intéresse beaucoup de monde. Quand vous ciblez les responsables, notamment les communicants, donc tout ce monde de la publicité, du marketing, des relations publiques, ça devient beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce que la plupart des médias
sont financés par la publicité. C'est pas un scoop, mais je le vois bien dans mes activités militantes anti-pub, aussi bien que dans mes propos ou dans mes écrits. Quand il s'agit vraiment de s'intéresser de près à que sont ces métiers, quel est leur rôle dans l'économie, quel gaspillage ils produisent, quelle arnaque ils produisent aussi, hein, parce que la publicité, on la paye, hein. La part de marketing dans les produits qu'on achète, elle est beaucoup plus grande que la part de production. On paye beaucoup plus les marketeurs et les publicitaires que les ouvrières. Et quand il s'agit vraiment de dénoncer ces métiers-là, là, il n'y a plus grand monde. Et alors, que peuvent faire les personnes qui nous regardent, qui ont peut-être envie de lutter contre cette consommation, ce consumérisme, et contre ce système qui repose sur de l'exploitation, des dominations? On a très longuement décrit Blas. Vous êtes dans le militantisme anti-pub, par exemple. Oui, par exemple. Après, on peut se battre sur plein d'aspects. Il y a cet aspect plaidoyer, on va dire, c'est-à-dire se battre pour changer les lois, pour que les industries polluantes pour qu'il y ait des lois pour les punir, pour que ces lois soient appliquées aussi. Ça, c'est la partie, on va dire, plaidoyer. Pour changer le droit, mais il y a aussi la partie du quotidien, de la subsistance, comme je disais tout à l'heure. Et là, il y a tout un enjeu déjà pour moi de service public, c'est-à-dire de faire en sorte que plus de besoins matériels soient satisfaits par le service public, soit extraits du marché en quelque sorte. Là, on a par exemple des initiatives comme Sécurité sociale de l'alimentation, voilà, soutenir l'idée que l'alimentation est un bien public, est un droit, et que donc on devrait pouvoir y accéder en dehors du marché. Ça peut être aussi le cas pour le foncier, pour l'habitation, l'idée qu'il y a un droit au logement et qui doit être respecté. Donc on peut se battre pour changer les lois, on peut se battre pour qu'il y ait plus de besoins matériels qui soient satisfaits par le service public, et puis on peut se battre au quotidien pour créer, voilà, ce que j'ai appelé tout à l'heure, ces communautés de subsistance, c'est-à-dire des espaces, ça peut être un centre social, ça peut être un squat, ça peut être la maison du village, ça peut être, je ne sais pas, ça dépend là où vous habitez, où on a les objets, on a les machines de production et on les partage et on s'en sert en dehors du marché. Parce que pour vous, le futur sera quand même dans quelque chose de très local. Bah oui et non. Si on a ces deux stratégies à la fois, on va dire socialistes, c'est-à-dire avoir plus de services publics et aussi et puis cette autre stratégie locale, on mélange un petit peu les deux puisque on a une dimension nationale et une dimension locale dans ce cas-là. Marx dit qu'il faut se réapproprier les moyens de production. Je pense qu'il faut aussi se réapproprier les biens de consommation, qui sont d'ailleurs aussi des moyens de production. Quand je parle d'avoir des machines à disposition, un ordinateur, est-ce que c'est un moyen de production ou est-ce que c'est un bien de consommation? L'important, c'est de pouvoir le partager, être capable de l'entretenir, l'avoir à disposition gratuitement, etc. Donc oui, je crois beaucoup à l'organisation de lieux où on aurait accès à ces objets, à ces matières, à ces denrées, à ces machines. Bien écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Jeanne Guin, je rappelle que votre livre, Le désir de nouveauté, l'obsolescence au cœur du capitalisme, est disponible aux éditions La Découverte. Merci. J'espère que cette émission vous a plu et vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter et à la partager autour de vous. Je vous rappelle que Blast est un média indépendant, que nous sommes financés par vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, faites un don ou abonnez-vous sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à très bientôt.